Merci de nous être fidèles et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Émile Boyogueno, Momar Sogne-Diop et Gratien Roukindikiza, notre éditorialiste. À la une de l'actualité, eh bien, on parle de l'Algérie, où le président Abdelaziz Bouteflika vient de renoncer à se présenter pour un 5e mandat à la tête du pays face à la contestation populaire. Il a néanmoins nommé un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement est annoncé dans les prochains jours. Monsieur Boyogueno, on a l'impression finalement que ce pouvoir algérien est en train de se réorganiser, comme si des élections n'allaient pas se tenir cette année en Algérie. Alors, théoriquement, les élections sont supposées se tenir en 2019, si on se fie au communiqué du président. Ce qu'on peut juste remarquer, c'est qu'ils sont pris de court. Ils n'ont pas prévu cela. Ils n'ont jamais anticipé cette situation. Ils n'ont jamais prévu qu'il y aurait tout ceci. C'est un message fort. Du moins, ce que ça traduit, c'est que l'État n'est pas au point pour assurer la gouvernance. L'État n'a pas anticipé, l'État n'a pas senti le peuple, l'épuisement du peuple. Il a sous-estimé la patience de ce peuple. Non seulement il a sous-estimé, mais il ne l'a même pas vu, en fait. Donc, pour sous-estimer, il faut voir, mais non, l'État ne l'a même pas vu, je crois. Ils ne l'ont pas vu. Et même les chancelleries occidentales, du moins les grandes démocraties, entre guillemets, non plus ne l'ont pas vu. Si on se fie au revirement, du moins aux communiqués qui sont tous contradictoires les uns et les autres, on se dit, c'est assez incroyable, finalement, avec tout l'appareil de renseignement qui existe, à la fois de part et d'autre. C'est incroyable qu'aucun de ces grands États n'ait observé qu'il y avait une population qui est absolument contre un nouveau mandat et que cette population aurait été capable de se soulever à ce point-là. Mais il y a aussi, si vous permettez, il y a beaucoup de censure aussi par rapport à ça, parce que je pense que quand même les Algériens ont manifesté depuis plusieurs années cette volonté, au niveau surtout de la diaspora, cette volonté de changement. Seulement, effectivement, on a peu parlé quand même de l'Algérie, en tout cas au niveau même de la communauté internationale, parce que c'est un sujet quand même qui était brûlant. Mais ça fait des années quand même qu'Abdel Bouteflika, sa position est remise en question, même par les non-algériens. Donc il y a des écrits quand même qui ont été diffusés. En réalité, même si on dit que les gens n'étaient pas préparés, et j'ai l'impression en écoutant les uns les autres, notamment au niveau de l'Algérie, j'ai l'impression qu'il y a une institution qui était en avance. On ne parlait pas du chef d'état-major, mais au sein de l'armée, l'armée était en avance de ce qui pouvait arriver. Se produire, ouais. Ce qui pouvait arriver. Quand on écoute certains, quand on voit sur les réseaux ou les échanges, c'est que l'armée était au courant. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a une grande mobilisation dans la rue, mais les blindés ne sont pas sortis. On a vu même les policiers. Il faut savoir que les policiers qui sont à Alger, qui étaient à Alger, sont moins nombreux que les policiers qui sont à Paris, moins armés que les policiers qui sont à Paris, comme si le système sécuritaire de l'Algérie était préparé à ce qui pouvait arriver et savait. On voyait même les manifestants sympathiser avec les policiers, ce qui fait qu'il y avait une grande coalition avec le peuple, ce qui montrait bien que le pouvoir issu du FLN, de la rébellion, a continué vers la politique, mais l'armée en soi est restée du côté du peuple, ce qui sauve beaucoup l'Algérie. Ce qui m'amène à la question suivante, Gratien. Quels sont les scénarios aujourd'hui qui se dessinent en Algérie? Que va-t-il se passer dans les prochains mois? Alors, il peut se passer plusieurs choses. Soit le pouvoir, il faut savoir bien que le pouvoir aujourd'hui, il est plus concentré dans les mains du frère de Bouteflika, et lequel il commence à être contesté par plusieurs milieux, y compris même au sein de l'armée. Et où l'autre pouvoir, il a nommé les gens qui ont été nommés, le Premier ministre et le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, ce n'était pas du tout l'ami de Bouteflika. Il a été rappelé, il était ambassadeur à Washington à un certain moment, il a été rappelé quand Bouteflika est arrivé au pouvoir. Il y avait un problème déjà, un conflit entre les deux. Soit les gens, Bouteflika va se retirer et laisser les deux assurer, disons, l'intérim, en discutant, en négociant avec les autres corps, ou ça peut se braquer et finalement on se retrouve dans une situation inédite où on va se dire, le peuple algérien, les gens qui manifestent dans la rue,
les gens ils vont appeler l'armée à diriger une transition, à régler la question au nom de l'armée populaire, au nom du FLN historique, pas FLN aujourd'hui. Ce qui fait que l'armée peut reprendre les choses en main en disant, vous les civils, vous organisez un débat, en attendant, nous on ne prend pas le pouvoir, mais on assure en attendant et vous remettez les choses à plat. Alors, M. Boyoguené, vous êtes de cet avis, vous pensez que tout va dépendre du positionnement de l'armée algérienne désormais? Alors, je pense que le rôle de l'armée est fondamental. Ça rappelle d'ailleurs une situation en Amérique latine aujourd'hui, enfin, la situation du président Maduro également. Donc l'armée a un rôle fondamental. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Gracian dit concernant les scénarios éventuels pour l'avenir. Mais il faut être concret. Très concrètement, et il y aura... voici ce qui se passera à la fin de cette transition. Il y aura nécessairement quelques éléments du système actuel qui survivront. Et pendant la transition? Surtout pendant la transition, voilà. Pas après. Pendant et même après. Et après, ça va se régler, mais c'est surtout pendant. La vraie question, c'est quel dosage feront-ils, le nouveau système fera-t-il de nouveaux entrants, de nouveaux impétrants? Jusqu'à quel point est-ce qu'on acceptera de nouveaux entrants, de nouvelles figures, une nouvelle élite? Notamment avec cette diaspora algérienne qui est brillante et qui côtoie les sommets, enfin, quel que soit le pays où on les trouve, hein, ils sont absolument brillants. Donc, tout, à la fin, on sait comment ça se passera. Il y aura un des deux, un petit peu des deux, l'ancienne élite et la nouvelle élite. La vraie question, c'est jusqu'à quel point est-ce que la nouvelle élite pèsera. Voilà. Et puis l'opposition aussi, parce que l'opposition algérienne, quand même, ça fait plusieurs années. La réelle ou la factice? Vous parlez de quelle opposition? La réelle ou la factice? Oui, Parce qu'il y en a une qui est supposée simplement contribuer à la ratification démocratique de ce qui se passe en Algérie. Vous parlez de l'opposition réelle? Je parle des opposants algériens. Les vrais opposants. Pas les opposants fabriqués par le régime. Oui, bien sûr. Justement, avec le retrait du président Bouteflika de la course à la présidentielle, c'est l'espoir d'une alternance. C'est l'espoir d'une alternance. Et moi, c'est là où j'interviens. Quel doit être justement le positionnement de cette opposition? Ce qui est important, et je souhaite vraiment que ça se réalise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des points qui ont été soulevés sur le reportage qu'on vient de voir. C'est-à-dire que voilà un pays qui est extrêmement riche en ressources humaines, vous venez de l'évoquer, un pays qui est extrêmement riche en ressources naturelles et qui se retrouve avec une corruption exponentielle, avec une éducation qui est par terre. Le reportage le dit, avec une redistribution des ressources qui est quasi inexistante. Moi, la question que je me pose, qui n'est pas spécifique, moi je suis un panafricain de pensée, je pense que le problème algérien peut faire tache d'huile sur ce qui va se faire. C'est un problème africain. Le problème de la corruption n'est pas seulement lié à Bouteflika. On voit même des jeunes présidents qui arrivent, des très jeunes, qui sont plus corrompus que les autres. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Cela dépend de l'esprit aussi de la vigilance du peuple. Mais c'est ce que je suis en train de dire, donc je termine par ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà le bilan qu'on peut établir de ces pays qui sont dominés par des régimes patrimoniaux. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, je pense qu'il y en a beaucoup qui le souhaitent, c'est qu'effectivement, que puisse se mettre en place dans les années à venir un régime enfin démocratique qui prend ces problématiques-là à bras le corps et qui arrive à le résoudre. Moi, je pense que, en tout cas pour moi, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je continue d'écrire et de dénoncer ces pratiques-là. Je crois que c'est important parce que si on fait la philosophie politique de ces pays-là et puis après on a des alternances et on est dans un éternel recommencement, ça ne sert à rien. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Moi, je souhaite qu'il y ait de vraies alternatives. Je ne parle pas d'alternance parce qu'au Sénégal, il y a eu 2 alternances que je qualifie vraiment d'alternance plutôt parce qu'on retrouve, biaisé plutôt, parce qu'on retrouve les mêmes pratiques. Le pays n'a pas évolué au niveau de la corruption, au niveau de l'éducation. On forme des Momar Sokhna Diop qui servent jamais leur pays. Et ça alors continue, justement, parlons d'alternatives. Gracian, quelle doit aujourd'hui être la ligne de conduite de l'opposition algérienne qui tient là finalement un espoir d'obtenir l'alternance? D'abord, c'est de se mettre ensemble. L'union fait la force. L'opposition doit se regrouper, il doit y avoir un seul leader. Et puis aussi essayer d'écouter la rue. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'on doit être ensemble? Et aussi se mettre ensemble discuter avec les syndicats. Donc l'opposition alors regroupée doit proposer vraiment quelque chose, un cahier de charge, quelque chose qui montre bien qu'il
il n'y aura plus de corruption. La corruption, ça se combat par les lois, ça se combat par l'organisation judiciaire et aussi la surveillance de la société, par la société civile. Donner des gages à la population et aussi donner des gages à l'armée. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans un pays comme les pays de l'Europe, on doit, tout parti politique, toute opposition doit donner des gages à l'armée. On respecte tout ce qu'on est en train de changer, on respecte l'armée. Disons, l'armée algérienne se trouve à zéro faute pour aujourd'hui. Personne ne l'accuse, tout le monde, les gens la soutiennent. Donc, il n'y aura pas vraiment à s'attaquer à l'armée. Au contraire, il faudra encourager que l'armée soit... Le renouvellement de l'armée, elle est nommée par le président, les chefs sont nommés. Celui qui sera au pouvoir, il va le faire, mais il ne faut pas le proclamer tout haut qu'on va limoger tous les généraux. L'intérêt de l'armée porte surtout sur la préservation, la prévention, la lutte contre le terrorisme, en fait, ou l'islamisme. C'est l'intérêt de l'armée, c'est l'intérêt d'une armée forte. Pas seulement. Hein. Aussi. Et des fois, il y avait l'armée doit être préparée pour affronter des voisins éventuellement en cas de conflit. Oui, on voit de quels voisins vous parlez. Mais pour revenir sur son rôle, c'est important. On a vu à chaque fois que trébuche un État un petit peu, qui est un peu rugueux, ou rude, qui est difficile avec ses populations, on se rend compte que très généralement, en tout cas dans la région, émerge tout de suite un islamisme. On le voit un petit peu en Tunisie, on le voit en Libye, donc c'est le danger qui guette l'Algérie. Donc c'est bien qu'il y ait une armée qui est relativement forte et qui assure la sécurité du territoire à l'intérieur. Je pense que les Algériens, ils ont compris avec l'islamisme, pour le moment, ça ne pourra pas se répéter. Alors, justement, Gratien, un mot peut-être sur les Algériens qui ont réussi ce tour de force finalement de manière pacifique. Cela traduit une grande maturité politique aujourd'hui en Algérie? Oui. Finalement, on se rend compte que les peuples africains, ils sont très mûrs, mais les dirigeants ne sont pas au courant. Ce qui fait que quand ils se réveillent, ils inquiètent. Le rôle, l'Algérie, le peuple algérien, la chance qu'il a eue, c'est que l'armée, la police sont restés vraiment neutres. Dans d'autres pays, c'est que quand il y a des manifestations, non seulement on sort la police, mais on sort l'armée avec les blindés. On a des blessés, on a des morts. On n'a pas de morts, on n'a pas de blessés. Imaginez-vous que une manifestation en Algérie ne fait pas de morts, ne fait pas de blessés, alors qu'à Paris, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui perdent les yeux. Donc c'est vraiment, là on se dit que voilà, la chance, la grande chance de l'Algérie, les Algériens devraient vraiment louer le corps de sécurité de leur pays. Moi, je confirme ce que vous venez de dire, c'est qu'on constate quand même qu'il y a de plus en plus de maturité politique en Afrique. Hein. Regardez le cas du Sénégal. Tout le monde prévoyait qu'il allait y avoir des affrontements. Mais au final, on se retrouve effectivement avec les leaders de l'opposition qui ont compris que même si les élections sont supposées s'être déroulées de manière irrégulière, ce qui compte quand même, c'est la préservation de la paix. Moi, je pense qu'il faut saluer cette maturité politique-là. Ça veut pas dire... toujours été là. Voilà. Non, il y a des moments, je pense pas. Elle a seulement été niée par quelques esprits. Bien sûr. Oui, par quelques esprits bizarres. Non, on a toujours eu une maturité politique et on n'a pas eu besoin de décolonisation pour ça. Lendemain de l'indépendance, il y a eu une maturité. On a toujours eu une maturité. Bien sûr. On a toujours eu une capacité, si on entend par maturité politique, la capacité à interroger le réel, à utiliser l'usage de la raison en situation sociale. On a toujours eu cela. Avant l'éruption de l'occidental et même après ce qu'on peut appeler les indépendances administratives. On a toujours eu cette maturité. Disons qu'elle s'est mise aux normes occidentales depuis, et depuis elle a la ressource humaine pour le faire. Par contre, moi je ne suis pas encore en train de tirer le bilan. L'armée pour l'instant fait bien son travail. Merci Gratien, c'est très bien. Par contre, on n'y est pas encore. On n'est pas encore à la fin du processus. Non, on est jusqu'ici. Justement, les manifestations se poursuivent. Elles se poursuivent et on ne sait pas quand est-ce que l'armée pourrait intervenir ou sortir de son rôle qui jusqu'ici est fort honorable. On ne sait pas quand ça pourra changer. Pour l'instant, ça va très bien. Attendons la fin pour dire que l'armée a tenu son rang. Pour l'instant, c'est le cas. Mais moi, je suis prudent sur l'avenir parce que on a vu de façon générale comment l'armée s'est comportée en Algérie jusqu'ici. On sait que les manifestations étaient très compliquées. On sait que les corps, du moins l'occupation de l'espace public par les populations, était absolument
impossible. Donc, pour l'instant, ça marche bien. Soyons prudents. C'est tout ce que je dis, parce que... On juge par rapport à aujourd'hui. Ah, on ne va pas juger par rapport au futur, on ne connaît pas le futur. Monsieur Diop. Oui, ben, moi je terminais, je reviens sur le concept de maturité politique. Quand je le dis, c'est parce que tout simplement aujourd'hui la donne mondiale l'exige. Hein. Les gens sont beaucoup plus informés assez rapidement et ils connaissent les enjeux. Avant, non, mon oncle qui était en Ndande dans mon village, il ne savait pas les enjeux politiques qui régnaient dans le monde, ou bien même à Dakar. L'État central monopolisait tout. Aujourd'hui, il y a quand même, comme je l'ai dit au départ, le citoyen africain qui est, comment dirais-je, qui s'auto-conscientise lui-même. Avant, les partis politiques d'opposition classiques avaient des écoles et ils formaient le citoyen. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que tout simplement aussi, il faut voir, il y a une mutation quand même des partis politiques d'opposition. Quand je prends l'exemple du Sénégal aujourd'hui, quand on regarde la prolifération... Vous aimez bien le Sénégal. Des partis. Vous aimez bien le Sénégal. Non, parce que c'est le pays sur lequel quand même je me suis beaucoup investi en termes de recherche. Donc, vaut mieux parler de ce qu'on sait. Mais ça ne veut pas dire... J'ai écrit également un livre sur... l'Afrique qui s'appelle « Quelles alternatives pour l'Afrique » en 2009, où effectivement je parle beaucoup de la gouvernance d'État, bien sûr des pays d'Afrique subsaharienne. S'il vous plaît. Donc moi pour conclure sur cette partie-là, moi je pense que voilà, ça confirme ce que je disais au départ. Aujourd'hui, on a une nouvelle donne qui est là, qui est mondiale, à savoir que de plus en plus, on aura des mobilisations populaires qui vont affronter directement les pouvoirs politiques. Maintenant, la question et la recommandation que je formule, c'est de mettre en garde effectivement les régimes patrimoniaux qui existent un peu partout en Afrique, je ne veux pas citer de nom, qu'ils prennent conscience que de toute façon, tôt ou tard, il y aura le peuple qui va les défier pour demander plus de démocratie et une gestion beaucoup plus transparente et efficiente des ressources. Merci, moi, je crois que c'est Diop. un message, je pense, qui sera entendu par nos différents dirigeants. Si c'est le cas, je pense qu'on tendra vers l'émergence proclamée au Cameroun, au Sénégal ou ailleurs et que ça devienne une réalité. Merci. Nous marquons une nouvelle courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.